Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions par mail et je vous en remercie. Je vais répondre à un maximum de questions, j'aurai peut-être pas le temps de faire toutes les questions, faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc si c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois d'après. Et si le concept plaît aussi, j'en referai. Pour ceux qui veulent poser des questions pour les prochaines fois, c'est en réponse à mes mails de newsletter. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, à vous inscrire à la newsletter, et vous pouvez, en réponse à ce mail, me poser toutes vos questions, et je ferai en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Alors c'est parti pour la première question. Peut-on utiliser n'importe quelle graine pour la culture de micro-pousses? Alors oui, théoriquement, et oui, pour tester pour une première fois. Par exemple, si vous reste des graines potagères, et ben, vous pouvez les faire germer et manger le premier stade, le stade dicotylédon. Ce sera comestible, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous voulez tester un petit peu plus ou vraiment produire professionnellement, là pour le coup, il faudra passer par des graines spécialisées, soit pour la culture des micro-pousses, soit pour les graines germées, pour plusieurs raisons. Alors déjà, légalement, si on veut vendre professionnellement, eh ben, il faut qu'elles soient spécialisées, parce qu'elles vont être testées en laboratoire. Il va y avoir des tests au niveau bactériologique qui vont être faits pour être sûr qu'il n'y ait pas tel et tel pathogène dedans, telle et telle bactérie dedans. Le fait d'avoir des graines spécialisées, ça va garantir un taux de germination qui est hyper élevé et qui est à peu près tout le temps le même. Donc quand on veut en faire professionnellement, on veut pouvoir mettre tout le temps la même quantité de semis dans chaque plateau et avoir tout le temps le même résultat pour pouvoir prévoir la quantité dont on a besoin et la quantité dont on peut vendre pour plus tard et pour répondre à des commandes, etc. Donc c'est hyper important de faire appel à des fournisseurs qui soit spécialisé là-dedans, qui ait une certification aussi européenne sur ces tests en laboratoire qui doivent être faits. Si vous en cherchez, j'ai listé sur mon site 9, je crois, fournisseurs que j'utilise plus ou moins régulièrement. Il y en a que j'utilise beaucoup, d'autres un petit peu moins, mais que j'ai déjà testé. Et donc déjà, ça vous donnera une bonne base pour ceux qui veulent acheter un petit peu en gros, ou même tester des variétés qu'on trouve pas partout. Et si c'est juste pour démarrer, et ben là, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin bio, et vous allez trouver des graines qui sont spécialisées là-dedans. Et maintenant, je trouve qu'on trouve quand même pas mal de variétés différentes en magasin bio, donc c'est pas non plus utile d'aller sur internet directement pour chercher d'autres choses. Faites déjà les choses simples et les choses qui vous donnent envie, et puis vous trouverez d'autres variétés par la suite pour un petit peu changer. Deuxième question, peut-on réutiliser les graines après avoir récolté les micro-pousses? Et ben malheureusement non, c'est à usage unique, parce que la première pousse, elle va prendre vraiment toute l'énergie de la graine, donc après il y aura vraiment plus rien d'intéressant. Et donc ça va être vraiment à usage unique. Une fois que c'est récolté, vous enlevez tout, vous jetez tout, entre guillemets, et puis vous repartez sur de nouvelles bases, un nouveau terreau, un nouveau substrat de culture, et des nouvelles graines. Il y a une petite exception, ça va être le pois, les micro-pousses de pois, une fois qu'on les récolte, et ben elles vont repousser. Alors ce sera pas une pousse qui sera incroyable au niveau des rendements, ça va pas non plus être hyper homogène dans le plateau et pas très prédictible. Donc quand on est professionnel, on le fait pas trop, mais quand c'est pour votre consommation personnelle, faut pas hésiter à le faire. Ça vous fera une petite pousse entre guillemets gratuite par la suite. Donc c'est toujours sympa. Ensuite, que fait-on du terreau après la récolte? Alors moi, personnellement, je le composte et je l'utilise après dans mon potager ou dans des jardinières ou dans des pots de culture. Mais je conseille pas de le réutiliser pour les micro-pousses parce que c'est pas un compost qui va monter assez en température pour enlever tous les pathogènes et qui va aussi empêcher les anciennes graines de germer dans nos nouveaux plateaux. Et donc on ne veut pas se mettre à désherber des nouveaux plateaux de micro-pousses. Et donc je ne conseille pas de le réutiliser directement. Après, si vous êtes connaisseur dans le compostage, que vous pouvez mettre à température votre compost, et ben faut pas hésiter. Parce que la texture va rester très bonne, il va rester des choses intéressantes dedans. Si vous arrivez à le composter pour le réutiliser, très bien, mais c'est quand même assez technique et ça vaut pas trop le coup avant une certaine échelle et une certaine place et des certaines connaissances aussi. Donc moi je conseille vraiment pas de le réutiliser. Et par contre c'est un très bon terreau qui a déjà eu un usage pour tout ce que je viens de dire, donc pour votre potager, pour votre jardinière ou pour certains pots. Certains pots. Moi généralement donc j'utilise d'abord pour les micro-pousses, ensuite je les utilise dans des pots pour des fleurs comestibles ou d'autres pots, et une fois que c'est fini, bah là je les composte pour les utiliser après dans mon potager. Donc ça fait 3 utilisations du terreau et c'est déjà pas mal. Ensuite, où trouver des plateaux pour la culture des micro-pousses? Alors je la retrouve souvent cette question. Il faut déjà savoir quel type de plateau, ça va dépendre de ton activité, tes objectifs, du prix que tu as envie de mettre dedans, etc. Et donc je pense que je ferai une vidéo dédiée dessus parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et voilà, donc globalement,
Il y a beaucoup de plateaux de culture qui sont comme ça, et qui sont pas en très bonne... où c'est pas de la très haute qualité, mais qui font le travail. Donc tous les plateaux comme ça, donc là c'est un sous-plateau, mais il y a le plateau pareil avec les trous qui sont en dessous. Tout ça, ça vient de Chine, ça vient de loin. Alors faut quand même vérifier que ce soit du plastique qui soit pour une utilisation alimentaire, donc sans BPA et sans plein d'autres trucs. Mais voilà, globalement ça vient de Chine, donc après on les retrouve sur Amazon, sur AliExpress, sur Alibaba, Temu, etc. Tous ces sites-là où on peut acheter aussi en gros, on peut contacter directement les fournisseurs. Donc ça c'est possible. Tous les plateaux comme ça c'est pareil. On voit celui-là il est cassé. Ça me sert de dôme donc c'est pas grave s'il est cassé. Mais voilà, c'est pas de la très grande qualité. Après tout cela ça fait 5 ans que je les ai. Sur 5 ans il y a peut-être 10% qui sont plus utilisables parce que ça casse. Donc ça fait quand même... Voilà, on peut quand même les utiliser beaucoup de fois. Et on les utilise toutes les semaines. Hein. À chaque fois la rotation elle est rapide. Sinon il y a des plateaux un peu plus rigides. Donc ça, c'est des plateaux qu'on retrouve sur des sites de maraîchage sur petite surface. Ils sont utilisés pour les systèmes paper pot pour repiquer des plants. Donc dedans, on a nos plants avec dans du carton alvéolé et on peut les repiquer automatiquement. Et donc ça, c'est des plateaux qui avaient ça comme utilité au départ et avant ça, qui étaient utilisés pour la culture du riz au Japon. Et donc ça, c'est des plateaux qui sont pour le coup rigides. Quand ils sont remplis, on peut quand même les prendre à une main. Et ça, je pense que ça fait toute une carrière. Hein. Ça fait 20, 30 ans chez vous. À mon avis, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est de la meilleure qualité. Maintenant, en plus, il y a les sous-plateaux qui vont avec. Donc ça, c'est cool. Donc là, il y a plusieurs revendeurs français qui vous les proposent. Donc faut taper plateau à semis, paper pot. Et vous allez les trouver facilement. Je vais pas citer de nom parce que voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis les trous, ils sont beaucoup plus petits que dans certains autres. Et donc le système racinaire, il se développe quand même un petit peu mieux, je trouve. Donc ça fait un système racinaire qui est plus, ouais, qui est plus large, qui se développe plus derrière. Donc ça, c'est pas mal. Mais je ferai une vidéo dédiée, ce sera plus simple. Et puis après, bah, vous avez plein de petites barquettes de culture. Il y en a pour toutes les tailles, pour toutes les utilités. Il y a du jetable quand vous vendez des micro-pousses vivantes, en petit aussi. Il y a du plus rigide si vous faites du consigné ou si c'est pour votre consommation personnelle. Et il y a ce type de plateau qui est d'ailleurs très sale. Mais pareil, ça pour sa consommation personnelle, je trouve que c'est une bonne taille, c'est sympa, ça coûte pas cher. Mais pareil, ça vient loin. Donc voilà pour le matériel. Donc faut un petit peu fouiller. Faut un peu fouiller partout sur internet. Hein. Malheureusement. C'est encore une niche, les micro-pousses, qui est en très fort développement en France, mais qui est quand même assez nouvelle. Donc on n'a pas pour l'instant de site spécialisé avec des fabricants français. À chaque fois, c'est de l'achat-revente qui vient de très loin. Même si le site est français, ça vient presque tout le temps de Chine. Donc en gros, ça vient soit de Chine, soit de Hollande, parce qu'ils sont quand même très forts dans tout ce qui est agriculture hors sol. Il y a un site qui est sympa en Espagne. En Allemagne aussi, c'est quand même plus développé qu'en France, et donc on commence à avoir des fournisseurs qui sont pas mal, mais je suis pas sûr qu'il y ait des fabricants qui soient allemands. Je crois que ça vient quand même plus ou moins de Chine, donc à voir sur leur site. Sinon, ce que je peux vous donner, ça va être un peu de vocabulaire si vous cherchez des plateaux. Donc ça peut être des plateaux à semis, des plateaux à germination, des bacs à semis, des bacs à germination. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre? Après, les barquettes, il y en a qui appellent ça aussi des terrines, donc des terrines à semis, des raviers. Donc voilà, à peu près tout le vocabulaire à taper sur Google pour voir un peu ce que ça donne. Mais je ferai une vidéo dédiée là-dessus pour vous éclairer un peu plus. Autre question, par quelle variété commencer? Alors j'avais fait une vidéo dessus où je vous avais présenté les 5 variétés que je conseillais. Donc de mémoire, c'était tournesol, pois, moutarde, brocoli et peut-être radis. Je crois que c'était ça. En tout cas, je les conseille toujours. Elles sont vraiment cool. Ou peut-être pas radis, peut-être chou rouge ou Mizuna ou un truc un peu plus coloré qui est sympa. Mais globalement, quand on débute, on peut faire, si c'est pour votre consommation perso, vous pouvez démarrer par n'importe quelle variété, ça ira très bien. Je déconseille quand même les aromatiques, parce que ça va être un cycle assez long. Et plus le cycle est long, plus vous avez des risques de moisissure, des risques que ça se passe pas très bien. La germination, elle peut être un peu plus technique aussi quand c'est des aromatiques. Et donc voilà, je conseille pas trop, essayez de privilégier les cycles courts
Et ça, il y en a peut-être 20, 30 variétés qui répondent à ces critères et qui vont vous donner des très bons résultats. Donc regardez ce qu'il y a en magasin bio, ça vous donnera déjà une bonne idée. Et puis après, sur les sites de vendeurs, de fournisseurs de graines, là aussi, généralement, ils les classent par cycle, où ils donnent en tout cas la durée de culture. Et donc, commencez par ceux qui ont des durées assez petites. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Faut-il laver les micro-pousses avant de les consommer? Alors c'est pas obligatoire de le faire, moi personnellement je le fais pas quand c'est pour ma propre consommation, et si vous le faites, faut le faire juste avant de les consommer, et pas une fois que vous l'avez acheté, et puis après essayez de les conserver, parce que si vous conservez des pousses qui sont trop humides, ça va vraiment diminuer leur durée de conservation, et ça c'est un peu dommage, déjà que c'est 5-7 jours pour toutes les petites variétés, donc ce serait dommage de diminuer encore plus cette durée-là. Donc c'est pas du tout utile de les laver. Après, ce que vous achetez dans le commerce, si c'est pour votre consommation perso, je vous conseille quand même de les laver un petit coup avant de les consommer. Vous savez pas comment ça a été cultivé, et vous savez pas surtout au niveau du transport comment ça a été stocké et tout. Donc autant les rincer un petit coup, c'est toujours bien. Mais sinon c'est pas très utile. Et si vous avez des micro-pousses en barquette vivante que vous avez acheté comme ça, vous pouvez les arroser un coup par au-dessus. Ça va servir de rinçage et ça suffira. De toute manière, après vous coupez, vous n'aurez pas tout ce qui est lié au sol, donc il n'y aura pas de souci. Alors comment faire pour les conserver longtemps ou plus longtemps? C'est vrai que ça peut être un point négatif des micro-pousses quand elles sont récoltées. Les toutes petites variétés, ça peut se conserver que 5 jours, voire 7 jours. Pour les plus grosses, comme le tournesol ou le pois, ça peut aller jusqu'à 15 jours. Mais globalement, voilà, c'est quand même des conservations qui sont assez courtes, et puis il faut les conserver au frais. Donc le premier critère, ça va être de les conserver au frais. Le deuxième, ça va être de les conserver quand elles sont pas humides. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des contenants qui ont un double fond, par exemple, pour que l'eau elle s'écoule au fond et ça humidifie pas trop les pousses. Il faut aussi les conserver dans des contenants hermétiques, donc vraiment que ce soit bien fermé. Et là, la conservation, elle va être vraiment bonne. Si c'est comme, je sais pas, un contenant, une barquette de fraises par exemple, avec les trous en dessous, et là, ça va flétrir vraiment très très vite et en 2-3 jours, ce sera immangeable. Donc c'est vraiment dommage. Et sinon, vous pouvez les conserver en micro-pousses vivantes. Donc soit les acheter directement en petites barquettes vivantes, soit pour vous faire avec des petites barquettes comme je vous ai montré tout à l'heure et les laisser comme ça. Donc elles vont se conserver plus longtemps, et si vous voulez stopper leur cycle de croissance, vous mettez toute la barquette au frais, et là ça va stopper la croissance et vous allez pouvoir les consommer beaucoup plus longtemps. Généralement on peut les conserver jusqu'à 15 jours au frais en les consommant au fur et à mesure ou non. Donc ça améliore quand même beaucoup la conservation et c'est vraiment pas mal. Ensuite, prochaine question, peut-on cultiver des micro-pousses sans terre, juste à l'eau, en hydroponie? Alors oui, c'est possible avec que certaines variétés et certains bacs de culture. Donc moi j'utilise les petits bacs blancs et verts là, et je le fais que avec les micro-pousses de pois verts et de tournesol. On peut le faire aussi avec ces bacs là. En gros, il faut des grosses graines et puis des plateaux avec des petits trous. Donc après c'est faisable, mais c'est assez dur d'avoir des résultats qui soient vraiment répétables avec les mêmes rendements tout du long en permanence à chaque fois. Donc quand c'est pour sa consommation personnelle, vous pouvez tester comme ça, il n'y a aucun souci, mais quand c'est professionnellement, il faut quand même mettre un support quel qu'il soit. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre du terreau, c'est aussi peut-être un sous-entendu dans la question quand on dit sans terre. Il y a plein d'autres supports de culture, il y a de la fibre de coco, il y a de la fibre de chanvre, il y a de la fibre de cellulose. Sur des plateaux comme ça, vous pouvez essayer aussi avec de l'essuie-tout et mettre vos pouces directement dessus, ça marche aussi, vous pourrez tester. Et donc ça marche très bien aussi. Moi personnellement, j'ai des rendements un petit peu plus faibles quand j'utilise tous ces autres supports de culture par rapport au terreau, mais ça donne quand même des très bons résultats. Donc faut pas hésiter à faire vos essais de votre côté, et peut-être que vous ferez mieux que moi aussi. Mais en tout cas, c'est complètement faisable, et pour toutes ces micro-pousses, et pour la grande majorité des micro-pousses, vous n'aurez pas besoin de rajouter non plus des produits en plus que de l'eau quand vous allez arroser, contrairement à ce qu'on fait en hydroponie généralement. On ajoute beaucoup de solutions nutritives pour compenser le manque de terre. Là, pour les micro-pousses, vu que c'est des cycles qui sont très courts, 7, 10, même 15 jours, et au final, là, il n'y a pas trop besoin. Par contre, sur les aromatiques, on voit que si on n'a pas de terreau, ça commence un petit peu à avoir du mal vers la fin, vers le 20e jour. Il peut y avoir une décoloration de certaines feuilles, donc là, vous pouvez peut-être ajouter des choses. Et pour le coup, vu que c'est pas une niche très développée, en bio, c'est assez dur de trouver quand on rajoute des solutions, donc c'est à vous de voir. Ensuite, peut-on réellement vivre de la culture des micro-pousses? Eh bien oui, je suis producteur depuis 5 ans, donc c'est complètement possible d'en vivre. Après, c'est clairement
comme toute activité professionnelle, bah, c'est pas facile. En tout cas au début, faut apprendre techniquement, faut apprendre à faire, à être commercial, à apprendre à gérer une entreprise, etc. Donc il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à faire à nos débuts. Et donc forcément, bah, faut donner de sa personne, ça prend beaucoup de temps. Mais plus ça se développe, bah, plus on voit que c'est une activité qui nécessite peu de temps de travail au final pour la culture et pour l'entretien, pour l'arrosage, etc. C'est quand même un travail qui est assez restreint et on peut gérer. Moi, je suis tout seul dans mon activité et je peux en vivre, donc ça pose pas de problème. Et puis c'est une activité qui se met en complément d'autres activités aussi, donc de maraîchage, de pépinière, d'autres activités agricoles, et c'est complètement faisable d'en vivre aussi en plus d'une autre activité, d'avoir un atelier complémentaire de micro-pousses. Alors il y a plein d'avantages à la culture des micro-pousses qui fait que c'est une activité qui est rentable et qui est viable. C'est d'abord le fait que les marges sont très élevées par rapport à d'autres activités comme le maraîchage par exemple. C'est le fait que les cycles de culture sont courts. Ça veut dire que d'une semaine à l'autre, eh ben, on peut changer la quantité qu'on produit et le type de variété qu'on fait ou sous quelle forme on les vend. Et donc ça veut dire qu'on n'aura presque pas de gâchis et presque pas de pertes et qu'on répondra toujours à des demandes de clients qui seront eux toujours satisfaits parce qu'on sera toujours à la pointe de leurs besoins. Donc ça c'est un gros point positif. Et troisième point, bah, c'est une activité qui demande très peu de surface et donc on n'a pas toutes ces problématiques d'entretien de champs, d'entretien de haies, de bordures, etc. Là, moi dans mon cas, j'ai juste une serre et je gère une serre. J'ai pas d'autres problématiques d'autre côté. Donc c'est une simplification de beaucoup de choses. Et comme c'est des cycles courts qui sont prédictibles au niveau des rendements et donc au niveau de l'organisation globale, et ben on peut vraiment tout optimiser et s'en sortir pour une activité qui demande une fois qu'on est calé, bah, pas énormément de travail hebdomadaire. Alors, à qui vendre ces micro-pousses? Bah, ça va beaucoup dépendre d'où vous êtes. Si vous êtes à la campagne, en ville, s'il y a déjà d'autres producteurs, sur bah, vos compétences actuelles, sur ce que vous aimez faire, dans la direction où vous voulez aller. Mais globalement, vous pouvez vendre à des particuliers ou à des professionnels. Alors en particulier, ça peut être les marchés, ça peut être les magasins producteurs, ça peut être par des magasins bio. Vous pouvez les vendre à des restaurateurs, à des traiteurs, à des revendeurs, des grossistes comme Métro, ou directement à des magasins de grande chaîne. Donc au final, il y a pas mal de choses. Et puis on peut aussi vendre par internet directement avec son site. Donc ça c'est aussi une bonne révolution de ces dernières années. Et donc au final, il y a énormément de manières de vendre différentes. Ça va vraiment dépendre de votre projet. Je vous conseille de ne pas vous lancer partout au début, de vraiment choisir 2-3 canaux de vente pour tester et puis pour voir ce qui marche le mieux. Moi actuellement je vends principalement au resto au traiteur, mais j'ai commencé par faire les marchés, les magasins producteurs, et puis après un petit peu les restos, et c'est comme ça que j'ai bifurqué plutôt sur resto traiteur. Mais ça va vraiment dépendre de votre endroit, parce que par exemple, bah, moi l'année prochaine je vais refaire les particuliers un peu plus avec des barquettes vivantes, etc. Donc c'est vraiment de la stratégie d'entreprise. En tout cas, il y a plein de personnes à qui vendre ces micro-pousses, et ça va être de mieux en mieux au niveau des quantités aussi. Donc ça c'est cool. Je suis maraîcher depuis quelques années, est-ce une bonne idée d'ajouter un atelier de micro-pousses? Eh bah oui, globalement c'est une hyper bonne idée. Il y aura forcément des exceptions, ça va un peu dépendre des projets et tout, mais en tout cas c'est un atelier complémentaire qui va s'allier avec beaucoup d'autres choses et qui va très bien avec le maraîchage pour plusieurs raisons. Donc déjà parce que vous avez des connaissances au niveau technique et ce sera pas très compliqué à apprendre les particularités des micro-pousses. Il y aura un peu de temps forcément à consacrer dessus pour apprendre et pour faire des essais-erreurs, mais globalement vous allez apprendre quand même très vite par rapport à quelqu'un qui démarre de zéro au niveau agricole. Il y a du matériel que vous allez pouvoir réutiliser. Par exemple, si vous avez une serre, bah, vous pouvez dédier une partie de la serre à cette activité-là. Vous pouvez ne pas en faire forcément toute l'année et par exemple utiliser votre serre de pépinière qui vous sert à faire vos petits plants pour, une fois que vous avez fini vos plants au printemps, et ben partir sur les micro-pousses et là avoir toute une saison de micro-pousses jusqu'à la prochaine période où vous allez remplir votre serre de plants. Donc ça c'est complètement faisable aussi, ça permet d'optimiser du coup un espace et de rentabiliser encore plus vite du matériel aussi. Donc avec le maraîchage ça se marie hyper bien et ça va aussi très bien aller pour les canaux de vente. Si vous faites les marchés, et ben vous avez juste à ajouter vos micro-pousses sur les marchés en plus de vos autres produits. Donc ça va augmenter le panier moyen de vos clients, ça va peut-être attirer d'autres personnes aussi, par curiosité ou juste par l'intérêt des micro-pousses, et ben ils vont aussi vous acheter des légumes. Et bah, si vous vendez au restaurateur, ça peut être un produit en plus aussi hyper intéressant.
Et si vous cherchiez à démarcher des restaurateurs un peu plus gastronomiques et tout, et que jusqu'à maintenant vous n'y arrivez pas forcément, et là en ajoutant les micro-pousses, ça va vous permettre d'atteindre d'autres types de restaurateurs, d'autres types de clients qui vont pouvoir être intéressés par un produit qui est assez haut de gamme, qui est assez niché et qui peut vraiment correspondre à leurs besoins. Donc avec le maraîchage, ça marche super bien avec d'autres activités agricoles aussi, mais le maraîchage je trouve particulièrement. Après je conseille, si vous êtes porteur de projet, de ne pas commencer par tout à la fois, sinon vous risquez de trop vous disperser. Déjà l'activité de maraîchage, c'est une activité qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de technicité, beaucoup de choses à savoir, parce que c'est déjà très varié. Et donc rajouter directement un atelier de micro-pousses dès le départ, ça peut faire vraiment beaucoup. Par contre, si vous commencez ou si vous faites après 2-3 années de maraîchage un atelier de micro-pousses, là ça marchera très bien. Mais tout faire en même temps, je le déconseille peut-être un petit peu. En tout cas, il faut vraiment bien réfléchir, mais forcément, ça va dépendre de vos expériences passées. Si vous avez fait 20 ans d'ouvrier maraîcher avant, et forcément, ce sera beaucoup plus simple de commencer directement avec un atelier en plus que si vous démarrez tout juste votre activité de maraîchage. Et dernière question, je veux produire des micro-pousses, mais il y a déjà un producteur pas très loin de chez moi, ça me fait douter de mon projet. Alors ça, c'est une crainte que j'entends souvent, et donc c'est cool qu'on me la repose encore, parce qu'au final, je pense vraiment pas que ce soit un problème d'avoir un autre producteur de micro-pousses à côté, déjà parce que c'est un produit qui est nouveau en France, et donc le fait qu'il y ait une personne avant qui ait déjà passé beaucoup de temps à éduquer les gens, à montrer ce que c'est, etc., qui a passé beaucoup de temps et d'efforts et d'énergie à ça, et vous, quand vous arrivez, les gens ils connaissent déjà, donc ils vont juste réfléchir à est-ce que je dois acheter chez lui ou chez lui, et pas apprendre ce que c'est, apprendre à comment les consommer, apprendre à comment les conserver, etc., et ajouter un nouveau produit à ce qu'ils consomment déjà. Là, vous aurez juste à vous démarquer de plein de manières différentes finalement, et à produire de la qualité, de manière récurrente, à être professionnel, et au final, vous arriverez à avoir plein de clients juste parce que vous êtes bon dans ce que vous faites, sans forcément faire des choses extraordinaires ou hyper extravagantes et tout. Donc au final, moi je trouve que c'est un bon point d'avoir quelqu'un déjà à côté, et puis en plus ça montre que ça marche, ça montre qu'il y a un potentiel économique, donc c'est aussi bon signe. Et puis vous pouvez commencer par regarder ce qu'il fait et faire différemment. Si par exemple il vend que sur les marchés ou magasins producteurs, et vous pouvez regarder pour commencer par les restaurateurs, les traites ou les magasins bio, pour un peu vous différencier, puis après vous voyez ce qui marche pas, ce qui vous intéresse ou pas aussi. Mais peut-être commencer par autre chose de ce qu'il fait lui, peut-être commencer par d'autres variétés, un autre type de service, etc. Et dernière chose, n'hésitez pas à lui en parler si c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème, qui vous tracasse en permanence, et n'hésitez pas à le rencontrer, à discuter. Par exemple, dans ma formation, il y a une personne qui avait cette problématique-là, qui allait discuter avec la productrice de micro-pousses qui habitait à côté de chez elle, et au final, elles ont bien sympathisé, et elle s'est rendue compte que cette productrice, elle cherchait une associée pour son activité, parce qu'elle préférait faire ça à deux, et du coup, maintenant, elles sont toutes les deux sur cette activité, ça marche hyper bien, elles sont hyper contentes, donc c'est aussi un scénario qui peut se passer, donc il faut pas le mettre de côté non plus, n'hésitez pas à discuter, si vraiment ça vous prend la tête, discuter, échanger, et ça ira mieux. Et on va s'arrêter là pour la FAQ d'aujourd'hui. J'ai eu pas mal de questions. Si j'ai pas répondu à votre question, je suis désolé, je le ferai dans une prochaine FAQ. Si vous voulez poser vos questions, déjà vous pouvez en mettre aussi à la fin de cette vidéo si c'est des trucs simples et tout. Mais si vous voulez une explication un peu plus longue, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter et en réponse à la newsletter à m'envoyer vos questions et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible dans une prochaine FAQ. Là c'est la première FAQ que je fais, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si le format vous convient et tout, et j'essaierai d'en faire plus souvent dans ce cas-là. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine.